Alors, parmi les critiques du référendum d'initiative citoyenne que j'appellerai ici parfois le RIC pour aller un peu plus vite, eh bien, on voit régulièrement revenir sur la table l'idée qui m'a toujours paru assez surprenante et qui voudrait que le RIC serait une menace potentielle pour l'état de droit. Alors, pourquoi est-ce que la critique est surprenante? Eh bien, parce que de prime abord, elle sonne un peu comme un lieu commun, c'est-à-dire comme une idée qu'on entend beaucoup, mais dont, même en creusant, on ne parvient pas très bien à identifier le rationnel. Alors, moi qui ne prétends pas du tout être historien, mais qui néanmoins connaît un peu l'histoire, et en particulier l'histoire contemporaine, je peine déjà d'emblée à identifier ne serait-ce que quelques exemples de référendums qui auraient pu faire reculer les droits et les libertés, ou l'état de droit, hein, d'une manière plus générale, et c'est encore plus vrai pour les référendums d'initiative citoyenne, car il y a très peu de pays qui pratiquent ce mécanisme. Alors, pour réfléchir un peu à la question, est-ce que le RIC menacerait l'état de droit? Il n'est sans doute pas inutile de consacrer quelques instants à la définition des concepts. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, tout d'abord. C'est très simple, hein. Le RIC, c'est tout simplement une catégorie particulière du référendum. Et la particularité du RIC, comme chacun sait, elle tient au droit d'initiative. Dans le référendum hors RIC, l'initiative, elle vient d'en haut, c'est-à-dire du pouvoir politique, qu'il soit exécutif ou législatif, hein, les deux possibilités existent dans la Constitution de la France, alors que dans le RIC, l'initiative, elle vient au contraire d'en bas, et seulement d'en bas, c'est-à-dire des citoyens. Et je précise, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, que cette particularité, elle peut avoir une incidence, et une incidence tout à fait positive, sur l'aspect lié au respect de l'état de droit, même si, pour la plupart des questions, ce qui prévaut pour le RIC prévaut également pour le référendum hors RIC. Alors, la précision étant faite, j'en viens à présent à la notion d'état de droit. Alors, la notion d'état de droit, c'est une notion qui est à la fois simple et compliquée. L'état de droit, il traduit des idées assez simples à formuler, mais ce sont des idées qui comportent des variantes selon l'approche adoptée. Alors, la première approche de l'état de droit, qui est la plus classique, elle a été théorisée notamment autour de l'idée de respect de la hiérarchie des normes. En clair, dans un état de droit, les décisions des pouvoirs publics doivent obéir au droit, c'est-à-dire, c'est le concept très anglo-saxon de rule of law, qui littéralement signifie la règle de droit, comprenez le respect de la règle de droit, avec en plus cette idée qu'il existe une hiérarchie des normes. Concrètement, la hiérarchie des normes, c'est quoi? C'est le fait que la loi est supérieure au décret et de la même manière, la Constitution est supérieure à la loi. Et plus une règle est considérée comme importante et plus elle occupe évidemment une place élevée dans la hiérarchie des normes. Et je renvoie à la fameuse pyramide de Kelsen, qui était un théoricien du droit très connu. Et cette pyramide de Kelsen, elle illustre de manière très parlante l'idée de hiérarchie des normes. Bref, tout ça, ce sont des rudiments qu'on apprend dès la première année de faculté quand on aborde la théorie générale du droit. La conséquence concrète, eh bien, c'est que cette approche de l'état de droit, elle veut qu'un décret soit conforme aux lois et que les lois, à leur tour, se conforment à la Constitution. Quant aux traités internationaux, ils se situent généralement entre la loi et la Constitution. C'est en tout cas l'approche de beaucoup de pays, dont la France fait partie. Eh bien, dans cette première conception classique de l'état de droit, on ne comprend pas très bien en quoi le référendum pourrait venir le menacer, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un référendum d'initiative citoyenne ou d'un référendum tout court. En effet, le référendum, c'est un instrument finalement comme un autre, hein, qui est destiné à édicter des normes, soit à adopter des lois, soit à ratifier des traités, soit, c'est un peu plus rare, à réviser la Constitution. Donc dans l'exemple français, on trouve les référendums législatifs, c'est l'article 11 de la Constitution, on trouve des référendums constitutionnels, ça c'est les référendums de l'article 89. Alors concrètement, une loi référendaire, elle va tout simplement venir soit abroger une norme déjà existante ou éventuellement la modifier, soit éventuellement créer une norme qui n'était pas une norme existante. Et la loi référendaire, quel que soit son objet exact dans un cas donné, elle viendra tout simplement s'intégrer à la pyramide des normes qu'on a définies précédemment, et que les pouvoirs publics se devront de respecter au même titre qu'une loi qui aurait été votée par le Parlement.
Et le contenu des lois applicables, il n'a rien d'intangible ou d'inaltérable, hein. C'est un contenu qui peut tout à fait évoluer, soit du fait des lois votées au Parlement, soit du fait des lois approuvées par référendum. Et il n'y a rien de plus banal finalement que de voter une loi, puisqu'à l'heure actuelle en France, il y a plus d'1 millier de lois qui sont votées chaque année au Parlement. Donc, dans cette approche de la notion d'état de droit, l'idée que le référendum menacerait l'état de droit, c'est une idée finalement sans objet, pour ne pas dire absurde, et le référendum d'initiative citoyenne comme le référendum tout court, c'est un instrument décisionnel parmi d'autres et qui pose d'autant moins problème en démocratie que la démocratie, elle est définie étymologiquement comme le gouvernement du peuple. Et je précise pour les esprits les plus chagrins ou les personnes les plus inquiètes sur l'idée de respect de l'état de droit, eh bien qu'un contrôle de constitutionnalité, il peut tout à fait exister en matière de référendum, y compris en matière de référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que la Constitution française prévoit d'ailleurs précisément, non pas pour le RIC qui n'existe pas en France, mais pour celui qu'on appelle le RIP, le référendum d'initiative partagée qui a été introduit sous la présidence Sarkozy. C'est un contrôle de constitutionnalité qui, bien évidemment, intervient avant le scrutin référendaire, car en effet, s'il intervenait après, il serait extrêmement délicat, pour ne pas dire fâcheux, de donner aux 9 membres du Conseil constitutionnel la possibilité de censurer le vote de dizaines de millions d'électeurs. Donc, bref, la critique selon laquelle le RIC menacerait l'état de droit, à ce stade, je dois vous confesser que je ne la comprends pas très bien. Alors, pour peut-être la comprendre un peu mieux, il faut sans doute se référer à une seconde approche un peu plus particulière et un peu plus moderne de la notion d'état de droit, qui est elle aussi assez simple à formuler. En substance, c'est l'approche qui, pour faire court, voit dans l'état de droit avant tout la protection des droits et libertés, en particulier au niveau constitutionnel, mais pas seulement. Alors, cette approche, elle est beaucoup plus sensible à aborder parce qu'elle prête le flanc assez facilement à différentes polémiques. Alors, pour essayer de les résumer, on pourrait dire que depuis quelques décennies, certains responsables politiques, mais aussi des penseurs, des journalistes, des politologues, ils ont tendance à opposer de manière totalement malencontreuse la démocratie d'une part et l'état de droit d'autre part, avec cette idée curieuse que l'un devrait l'emporter sur l'autre ou que l'un devrait limiter l'autre et vice-versa. Certains parlent même de post-démocratie, certains parlent même de confiscation de la démocratie par l'état de droit. Alors personnellement, je me refuse à entrer dans cette polémique assez stérile parce que, à l'origine, au contraire, l'état de droit, il a été créé, institué et pensé pour précisément permettre la démocratie et non pas pour la limiter. En tout cas, c'est vrai en théorie, mais pas seulement. Concrètement, l'état de droit, il vise à garantir la liberté des citoyens afin que, très précisément, le choix des citoyens ne soit pas un choix contraint. Et le meilleur texte au monde qui permette de l'illustrer et de comprendre ce lien indissociable entre la démocratie et l'état de droit qu'il faut cesser une fois pour toutes d'opposer, eh bien, ce meilleur texte, c'est la Constitution allemande de 1949, qui est fortement attachée aux deux notions démocratie et état de droit, mais qui est attaché à part absolument égale. Alors, l'état de droit sert, dans l'esprit de la Constitution allemande de 1949, il sert par exemple à éviter le référendum de 1938 en Autriche, qui, je le rappelle, s'était prononcé à 99% pour l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Alors, le score en lui-même, c'est vrai qu'il rendait le résultat très suspect, mais surtout si les Autrichiens avaient voté oui à la quasi-unanimité, c'est surtout parce qu'ils y étaient contraints. Et j'ajoute encore que le vote portait sur deux questions à la fois, c'était « Voulez-vous de l'annexion de l'Autriche au Reich et soutenez-vous le chancelier Hitler ?» Autrement dit, c'était une caricature de plébiscite et qui plus est sous la menace des armes, puisque l'armée allemande, elle avait envahi le territoire autrichien avant même que ce référendum ne soit organisé. Je crois qu'il avait été organisé 1 ou 2 mois après. Donc dans cet exemple autrichien qui est très parlant, ce n'est pas le référendum qui a porté atteinte à l'état de droit, c'est l'anéantissement préalable de l'état de droit qui a à son tour anéanti la sincérité du référendum. Alors,
Par contre, des exemples inverses, c'est-à-dire dans lesquels ce seraient les référendums qui auraient d'abord eux-mêmes fait reculer les libertés en partant d'un état initial satisfaisant, j'en ai trouvé aucun exemple. Et, je le précise, même dans les articles académiques qui se veulent souvent très critiques à l'égard du référendum ou du référendum d'initiative citoyenne, les arguments qu'on peut y lire, c'est beaucoup de carabistouilles théoriques, mais on ne trouve pas un seul exemple qui pourrait peut-être suspecter le référendum d'initiative citoyenne ou non, de menacer l'état de droit. Et j'ajoute surtout, en renvoyant aux exemples développés dans l'une de mes précédentes vidéos, que ce sont bien des référendums qui ont aboli l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont donné le droit de vote aux femmes en Suisse, ou qui, enfin en France, ont aboli le régime de Vichy en donnant naissance à la 4e République et à sa constitution qui était, on s'en souvient, très protectrice des libertés. Et je renvoie encore à l'une de mes précédentes vidéos pour rappeler qu'on a souvent vu des assemblées parlementaires voter contre l'état de droit. C'est le Parlement en France qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, et c'était un Parlement qui était issu d'élections libres, les élections législatives de 1936. C'est encore le Reichstag en Allemagne qui a, entre autres, permis l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, ou on pourrait encore penser au Parlement italien qui a lui-même aboli la plupart des libertés en 1925, c'était les fameuses lois fascistissimes, alors que l'Italie du début des années 1920, elle était une authentique démocratie parlementaire. Et des exemples comme ceux-ci, on pourrait en avancer beaucoup d'autres. Donc, l'affirmation selon laquelle les parlementaires constitueraient un meilleur rempart pour les droits et les libertés qu'un vote référendaire, c'est une affirmation qui m'a, vous le comprenez, toujours laissé extrêmement dubitatif. Donc, cette idée étrange qui verrait le RIC comme une menace pour l'état de droit et de manière générale pour les libertés, le problème qu'elle rencontre, c'est qu'elle ne trouve pas de vérification empirique. En d'autres termes, c'est une idée qui n'a absolument rien de scientifique et qui relève davantage des hypothèses de comptoir ou encore des spéculations qui quelquefois permettent de briller dans les dîners en ville. Et pour terminer, et de manière cette fois très spécifique au RIC, le risque d'atteinte aux libertés y est à mon avis encore beaucoup moins important que dans le référendum hors RIC, puisque la critique classique du référendum, c'est la critique qui consiste notamment à y voir un risque de dérive plébiscitaire lorsque le référendum est instrumentalisé par celui qui en a l'initiative et qui cherche à renforcer son pouvoir personnel. À le renforcer en mode « puisque vous m'avez répondu oui de manière massive, à présent j'estime détenir tous les pouvoirs et n'avoir à respecter ni Parlement, ni quelque autre autorité que ce soit, ni même les citoyens ou leur liberté ». Alors, cette dérive, c'est vrai qu'elle s'est produite quelquefois dans l'histoire contemporaine, mais c'était il y a longtemps. On pense notamment au plébiscite du Second Empire en France, et la France de cette époque n'était pas du tout la France d'aujourd'hui, sociologiquement parlant. Mais surtout en raisonnant à contrario, on peine à imaginer un scénario similaire dans le cadre d'un référendum d'initiative citoyenne, parce que dans le RIC, comme son nom l'indique, celui qui a l'initiative du référendum, c'est le citoyen et non pas le pouvoir en place. Alors, est-ce qu'on imagine le citoyen prendre lui-même spontanément l'initiative d'un référendum qui viendrait entacher ses libertés ? Alors oui, c'est vrai que dans l'absolu, on peut tout imaginer, mais en des termes plus concrets, ça paraît quand même assez difficile à concevoir. Alors, moi je pense par exemple au texte assez célèbre d'Étienne de la Boétie, qui est la référence sur la notion de servitude volontaire. La Boétie, il avait constaté à juste titre que le peuple, c'est vrai, c'est déjà arrivé, il peut parfois accepter de se soumettre à un tyran et malheureusement, l'histoire contemporaine, elle en regorge d'exemples, d'Hitler à Kim Jong-un en passant par tous les autres, Staline, Pol Pot, Mussolini, Pinochet ou encore beaucoup d'autres. En revanche, un citoyen qui prendrait lui-même délibérément l'initiative de se soumettre à lui-même, l'idée, elle peine à faire sens, mais surtout, l'histoire, à ma connaissance, elle n'en comporte pas le moindre exemple. Donc à ce stade, l'idée que le RIC menacerait l'état de droit, c'est une idée qui ne convainc absolument personne, et ce sera ma conclusion.